Heureuse de vous retrouver pour la nouvelle rétrospective environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le Togo poursuit son engagement en faveur de la formation technique et professionnelle. Un nouveau centre de formation en alternance pour le développement est en cours dans la commune de Bas-Mono. Bangui, la capitale africaine, fait face à une importante pénurie d'eau potable. Le phénomène, loin d'être un confort passager, paralyse le quotidien des populations. Vous le verrez dans ce journal. Enfin, un cargo et un pétrolier se sont heurtés au large des côtes anglaises. Les deux navires transportaient chacune des substances nocives à l'environnement. Les associations environnementales craignent une catastrophe écologique. Le gouvernement togolais multiplie des actions dans la logique de contribuer à mettre le pays sur les rails de l'émergence et de la croissance économique. Une délégation de la présidence de la République avec à la tête le ministre Nupoku Damipi a officiellement reçu le 7 mars dernier l'acte de donation du site de 37 hectares pour la construction du 7e centre de formation en alternance pour le développement IFAD dédié à l'aquaculture à Agomé, Glozou dans la commune de Bas-Mono 1. Ce geste marque une avancée significative pour le développement du secteur halieutique et l'industrialisation agricole du pays. Le gouvernement togolais renforce son engagement en faveur de la formation technique et professionnelle avec la création imminente d'un nouvel institut de formation en alternance pour le développement IFAD, spécialisé en aquaculture à Bas-Mono 1. L'initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation agricole et industrielle visant à doter la jeunesse de compétences adaptées aux besoins du marché. Avec un site de 37 hectares généreusement cédé par 68 propriétaires terriens, ce projet illustre non seulement la volonté des autorités d'investir dans l'éducation professionnelle, mais aussi l'adhésion des populations locales à un modèle de développement participatif. Au-delà de la simple mise en place d'une infrastructure, ce nouvel IFAD répond à une nécessité économique pressante, la structuration du secteur halieutique et l'augmentation de la production nationale. En formant de futurs pisciculteurs à des techniques modernes et durables, il pourrait contribuer à réduire la dépendance du pays aux importations de poissons, tout en générant de nouveaux emplois. Le gouvernement, par la voix du ministre Nupoku Damipi, a d'ailleurs réaffirmé sa volonté d'accélérer les travaux pour que l'Institut devienne rapidement opérationnel à l'instar des autres établissements similaires déjà en place. Ce projet vient compléter un réseau grandissant d'IFAD disséminés à travers le pays, allant de l'élevage à l'énergie renouvelable en passant par le bâtiment. Ce maillage témoigne d'une stratégie cohérente visant à favoriser l'insertion professionnelle et l'autosuffisance économique. Reste à veiller à la qualité des formations dispensées et à garantir un réel débouché aux futurs diplômés afin que ces investissements ne se traduisent pas seulement par des infrastructures, mais bien par une transformation durable du tissu socio-économique togolais. La Corée du Sud soutient le Togo face aux défis du changement climatique. 5,7 millions de dollars seront dégagés pour la mise en œuvre de 2 projets clés pour le climat au Togo visant à soutenir l'agriculture durable et la gestion forestière. Ces 2 initiatives représentent pour le gouvernement togolais une avancée significative dans la lutte contre le changement climatique. Honoré Kata. Le Togo bénéficie d'un nouvel appui de la Corée du Sud à hauteur de 5,7 millions de dollars, soit environ 3,5 milliards de francs CFA pour renforcer son agriculture et lutter contre la déforestation. 2 projets majeurs ont été officiellement lancés le 28 février à Lomé en présence de Moon Dong-kyu, représentant de l'ambassadeur de la Corée au Togo. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de coopération durable visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales tout en répondant aux défis environnementaux. Le premier projet, axé sur le développement des infrastructures socio-économiques et rurales, mobilise 3,5 millions de dollars pour mettre en place des solutions innovantes telles que le stockage post-récolte, modules solaires pour la transformation des produits agricoles et unités d'eau potable. L'accent est aussi mis sur l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers un programme d'incubation dédié aux entreprises vertes. Le second projet
doté de 2,2 millions de dollars, cible la résilience climatique par la gestion durable des ressources forestières. Il prévoit la réforestation de parcs à karité avec des plans de qualité supérieure et la structuration des chaînes de production afin d'améliorer le revenu des communautés locales. Ces initiatives, pilotées par l'Institut mondial pour la croissance verte et financées par le gouvernement sud-coréen, renforcent les engagements du Togo en matière de développement durable. Ce projet coréen s'ajoute à d'autres projets structurants comme l'agropole de la Kara et le programme d'accès équitable aux services essentiels pour les enfants du Nord, consolidant ainsi un partenariat stratégique entre les deux pays. Outiller les femmes maraîchères et transformatrices de produits agricoles sur des mesures d'adaptation et à la sécurité alimentaire. C'est l'objet du projet de valorisation des bonnes pratiques agroécologiques et d'équipement des maraîchères. Ce projet a été lancé la semaine dernière à Aditi-Kopé par les femmes du secteur informel. Voyons cela avec Irène Papadina. Dans son ambition d'améliorer l'autonomisation des travailleuses agricoles, l'Union des femmes du secteur informel UFSI a récemment lancé le projet de valorisation des bonnes pratiques agroécologiques et d'équipement des maraîchères PV-PAM. Le projet PV-PAM, financé par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, a pour ambition d'améliorer la productivité des femmes du secteur informel en promouvant les pratiques agroécologiques respectueuses de l'environnement. Sous la coordination de l'ONG FIDIA, ce projet permettra d'outiller les femmes aux techniques innovantes telles que l'agroforesterie, la fabrication de compost biologique et la production d'insecticides naturels. Ces méthodes contribuent à la préservation des sols, à la protection des eaux souterraines et à une meilleure résilience des exploitations face aux aléas climatiques. Selon Ablavi Bedou, coordinatrice de l'association FIDIA, cet appui apporté au groupement s'explique par le fait que la majorité des femmes agricultrices qui en font partie exercent leur activité sans grands moyens. En raison des ressources limitées, elles peinent à produire en grande quantité, ce qui freine leur capacité à répondre à la demande croissante du marché. La journée a été marquée également par la remise des équipements agricoles aux coopératives des femmes transformatrices de tomates d'Aditi-Kopé, au groupement des femmes maraîchères de Thiévié et aux femmes transformatrices d'huile de palme. L'événement a rassemblé divers acteurs, dont les autorités locales, les organisations paysannes et les bénéficiaires elles-mêmes. En mettant l'accent sur la formation et l'accès aux outils adéquats, l'UFSI entend faire de l'agroécologie un véritable levier du développement durable pour les femmes du secteur informel, en leur permettant d'améliorer leurs revenus et leur qualité de vie. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre la ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mila Aziablé, et les membres de l'Association de l'assainissement du Togo. L'occasion leur a permis de relever les difficultés liées au métier de vidangeur et d'exprimer leur entente vis-à-vis du gouvernement pour l'amélioration de ce secteur. Vivas Amana. Devant les acteurs clés du secteur de l'assainissement au Togo, Mila Maounio Aziablé, ministre togolaise de l'eau et de l'assainissement, a échangé sur les défis du domaine. Ensemble, ils ont examiné les problèmes majeurs liés à la gestion des boues de vidange au Togo et exploré les solutions adaptées. Nous avons eu deux doléances principales que nous avons signifiées. C'est l'acquisition d'une station de traitement de boues de vidange. Parce qu'aujourd'hui, dépotons à l'aile libre, c'est un peu dangereux pour la santé publique. Au regard des doléances, la ministre a rassuré les acteurs en mettant en avant les efforts du gouvernement à travers différents projets. Le président de la République, c'est un homme de dialogue et d'action. Et il tient à ce que le secteur de l'assainissement soit d'une importance capitale. Tout comme vous, les acteurs, vous l'êtes pour nous. J'aimerais encore une fois réitérer l'engagement du gouvernement sous le leadership du président de la République à vos côtés pour que nous puissions résoudre une fois pour toutes les défis de l'assainissement qui sont communs et il y a des actions qui sont déjà en cours. Nous progressons avec des partenaires impliqués. Il est prévu une aide à la mise en place d'un modèle pour la structuration de toute la chaîne de collecte. Il est prévu aussi la mise en place d'une station de traitement de boues de vidange.
Il y a d'autres partenaires aussi privés qui nous accompagnent pour la mise en place des stations de traitement de boues de vidange. Cette rencontre marque une avancée significative vers une gestion plus efficiente des boues de vidange au Togo. Ceci contribuera à un environnement plus sain et plus adéquat pour les populations. Dans le cadre du projet national de gestion des aires protégées, un atelier de formation sur l'outil SMART dédié au suivi écologique et à la lutte contre le braconnage s'est déroulé à l'hôtel Nassams de Sokodé. Cet atelier vise à renforcer les compétences des gestionnaires des aires protégées en matière de suivi écologique et de lutte contre les infractions environnementales. Les détails avec Irène Papadina. Dans le cadre du projet national de gestion des aires protégées PNGAP, financé par l'État togolais, un atelier de formation sur l'outil SMART s'est tenu du 4 au 7 mars dernier à Sokodé. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet de Tchaoudjo, Timbiangja Yondzoukwa. Elle a réuni les gestionnaires des aires protégées des régions centrales, de la Kara et des savanes et plusieurs autorités pour échanger sur l'amélioration de la gestion et la surveillance des aires protégées à travers les technologies numériques et le renforcement de la collaboration entre les acteurs impliqués dans la conservation de la biodiversité. Avec 83 aires protégées couvrant 14,2% du territoire national, le Togo fait face à des défis majeurs tels que le braconnage, la déforestation et des insuffisances dans la gestion de ces espaces. Le gouvernement et ses partenaires misent sur des outils numériques performants afin de renforcer la surveillance et la conservation de la biodiversité. L'objectif de cet atelier est de former les conservateurs et les chefs de brigade à l'utilisation de l'outil SMART. Ce logiciel facilite la collecte et l'analyse des données de surveillance, améliorant ainsi la lutte contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes protégés. Avec la participation de 40 gestionnaires d'aires protégées des 3 régions concernées, cet atelier marque une avancée significative dans la gestion durable des écosystèmes togolais. En adoptant l'outil SMART, les autorités environnementales se dotent d'un dispositif performant pour optimiser la surveillance et la prise de décision en matière de conservation. Pour rappel, cette initiative s'inscrit dans un programme plus vaste de renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de gestion des espaces protégés et la préservation du patrimoine naturel du Togo. En prévision de la saison des pluies qui est imminente, le gouvernement se mobilise. Une rencontre dirigée par le Premier ministre Victor Dogbe a réuni le 4 mars dernier à la primature les ministres, préfets, maires et organes chargés de gestion des risques. Objectif, faire le bilan des actions mises en œuvre en 2024 dans le cadre du plan de préparation et de réponse aux inondations et définir les mesures à renforcer pour l'année en cours. Léon Sabo. Dans le cadre du bilan du plan de préparation et de réponse de l'Agence nationale de protection civile, la chef du gouvernement, Mme Victoire Tomenga Dogbe, a tenu une réunion le mardi 4 mars 2025 à la primature. La région du Grand Lomé étant confrontée à des inondations incessantes durant la saison des pluies, il était à l'ordre du jour de dresser le bilan des actions de 2024 et de renforcer les mesures prises pour la saison 2025. Étaient présents à cette réunion des ministres, des préfets, des maires et des responsables des organes de gestion des risques. Sur les 38 activités prévues dans le PPR, 37 ont été réalisées, a-t-on révélé lors de la rencontre. Ces actions ont bénéficié d'un financement total de 1,74 milliard de francs CFA, dont 50 millions pour les activités de base et 1,69 milliard en soutien supplémentaire. L'évaluation des sites d'accueil pour les sinistrés, l'entretien des équipements d'intervention et la mise en place d'un dispositif de drainage des eaux sont les mesures qui ont été réalisées. Des campagnes de sensibilisation ont également été lancées à travers les médias et sur le terrain pour encourager les populations à adopter des comportements préventifs. Pour cette année 2025, les autorités prévoient anticiper les choses.
En plus de renforcer les actions de sensibilisation, 26 nouvelles initiatives ont été introduites, notamment l'intensification des travaux d'assainissement et l'amélioration des matériels de pompage. Le curage des caniveaux et le drainage des bassins de rétention sont désormais prioritaires. Un comité de suivi sera mis en place pour garantir l'efficacité de ces interventions. La Première ministre a insisté sur l'importance d'agir collectivement avec anticipation et réactivité face aux risques. De résistantes mesures préventives doivent être mises en place pour renforcer la résilience du pays face aux inondations. Cette lutte contre les inondations s'inscrit également dans une plus large dynamique avec une étude en cours soutenue par la Banque mondiale. Elle permettra d'élaborer un modèle de gestion adéquat des inondations dans le Grand Lomé. Dans l'actualité également, au Ghana, les communautés côtières de la région des Kétou-Sof sont assiégées par la montée inexorable du niveau de la mer. Le ministre régional de la Volta, James Gounou, s'est mobilisé à travers une déclaration d'état d'urgence. Un appel à une intervention urgente est lancé afin de corriger le pire. Le point avec Léon Sabo. Dans le Volta au Ghana, l'impitoyable élévation du niveau de la mer a dévasté les communautés côtières. Elle a déplacé des centaines de personnes et causé d'énormes dégâts. Depuis près de 2 semaines, le sud Kétou est en proie à des raz de marée continus qui ont détruit des maisons, des écoles et des terres agricoles. Nous, les commerçants, une coupure de route signifierait des détours longs et coûteux, ce qui affecterait nos activités. D'autres infrastructures essentielles comme les établissements de santé et des cimetières ont également été engloutis par ces eaux envahissantes, atteignant des niveaux critiques. Le déplacement des familles a eu un impact psychologique intense sur la communauté, particulièrement sur les femmes et les enfants. Et même s'ils ont de bons endroits où aller et qu'ils vont à l'école, ils sont traumatisés parce qu'après l'école, ils se demandent où ils vont aller. Le ministre de la région de la Volta, James Gounou, a qualifié la situation d'insécurité nationale et appelle à agir d'urgence pour éviter que ces raz de marée ne causent d'autres ravages. Nous savons que cette situation dure depuis très longtemps, mais cette fois-ci, le niveau de dévastation est tout simplement insupportable. Le gouvernement est inquiet. Actuellement, de nombreux résidents déplacés comptent sur les articles de secours tout en cherchant un abri dans les églises, les structures de fortune ou en dormant dans la rue. Dadjouga Pardou et Selassie Amedjro sont 2 poissonnières victimes de cette catastrophe. Nous dormons chaque nuit, mais chaque fois que la mer déferle, nous sommes obligés de rassembler nos affaires et de nous réfugier sur les rochers jusqu'à ce que les vagues s'apaisent. Dormir dehors nous rend vulnérables à la poussière, aux infections et aux conditions climatiques difficiles. Les enfants souffrent de piqûres de moustiques, ce qui augmente le risque de paludisme. Les habitants lancent un appel au gouvernement afin qu'il termine le projet de défense maritime qui a longtemps été bloqué et à accélérer l'initiative Ghana Gaz Shelter qui consiste à fournir 150 appartements de 2 chambres aux familles sinistrées. Du côté de Madagascar, les organisations de la société civile s'opposent à un projet de construction d'autoroute reliant la capitale Antananarivo à Tamatave. À travers un appel lancé au président de la République, il demande la cessation immédiate et temporaire des travaux en entendant de trouver un compromis avec les sociétés victimes d'expropriation. À Madagascar, la construction d'une autoroute en plein cœur de la capitale Antananarivo fait objet d'une contestation. Plus de 100 ONG de la société civile ont dénoncé l'impact de ce projet sur les populations. Ils soulignent que les communautés ont été victimes d'expropriation brutale. Ils réclament une cessation immédiate et provisoire des travaux. Un appel est lancé au président de la République pour corriger le tir. En effet, l'autoroute qui est censée contribuer au développement de ces communautés leur a plutôt privé de leurs moyens de subsistance. Les familles victimes d'expropriation soulignent être confuses et ne pas avoir eu des explications ni des publications transparentes en ce qui concerne la construction de cette route. Ils craignent avoir des problèmes d'insécurité alimentaire car les espaces de culture ont été également occupés.
Le ministre des Travaux publics a été invité au Journal du Soir sur la télévision nationale pour mieux éclairer la situation sur ce projet. Néanmoins, les organisations de la société civile maintiennent leur position. Les travaux de cette première autoroute de Madagascar reliant la capitale Antananarivo à la ville portuaire de Tamatave ont été lancés en pompe il y a plus de 2 ans. Bangui, la capitale de la République centrafricaine, est confrontée à une pénurie d'eau persistante. Les populations déclarent ne pas avoir même une goutte d'eau depuis quelques jours. Cette crise d'eau potable est attribuée d'une part au vieillissement des infrastructures et d'autre part à la sécheresse. La capitale centrafricaine traverse depuis quelques jours une crise d'eau sans précédent. La quête d'eau potable est devenue une lutte quotidienne pour les Banguissois. Les populations parcourent des kilomètres avec des bidons à la main à la recherche de l'eau et la mission est parfois quasi impossible. La société de distribution d'eau manque de capacité d'intervention. Cela se traduit par le manque de produits de traitement, des infrastructures vieillissantes non modernisées et la capacité de production inférieure à l'explosion démographique urbaine. La pénurie d'eau potable en Bangui ne se résume pas à un confort passager. Cette situation constitue une menace sanitaire majeure qui expose les populations à plusieurs maladies. Une collision entre un pétrolier et un cargo a eu lieu lundi dernier au large des côtes anglaises en mer du Nord. Des associations environnementales ont alerté sur les risques de pollution causés par le rejet de kérosène. Une évaluation menée par les gardes-côtes est en cours pour déterminer les risques de pollution. Vivas Amana. L'inquiétude règne depuis le 11 mars dernier en mer du Nord suite à la collision du pétrolier américain Stena Immaculate et le cargo portugais Solong. Les deux navires ont libéré une partie de leur cargaison qui sont toutes nocives pour l'environnement. Selon les ONG environnementales, à l'instar de Greenpeace, cet accident est extrêmement préoccupant par les rejets de substances toxiques. En effet, le pétrolier américain transportait du kérosène alors que le cargo portugais avait à son bord du cyanure de sodium. D'après plusieurs scientifiques, la pollution chimique résultant de cet incident peut avoir un impact direct sur les oiseaux et également avoir un effet à long terme sur la chaîne alimentaire marine. L'incident fait redouter une catastrophe écologique majeure. Un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié la situation d'extrêmement préoccupante, tandis que les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider des mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires après cette collision. Le secrétaire d'État britannique chargé des transports maritimes Mike Khan a assuré qu'il n'y avait pas de signes de pollution observés pour l'instant en mer du Nord. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de carême aux musulmans du monde entier. Green TV International, we revive the environment.